Bonsoir. 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 J'ai 5 ans et mon père est voltigeur, mais pas au cirque, chez Michelin. Comme il est plutôt bon dans ce qu'il fait, il va pouvoir travailler sur toutes les machines, toutes les grosses machines chez Michelin. J'ai 5 ans et une nuit de juin 73, ma mère, mon petit frère et moi sommes réveillés en pleine nuit par une dame à chignon de chez Michelin. J'entends ma mère pleurer, crier, et là je me dis que quelque chose de grave se passe. Cette nuit-là, c'est pas mon père qui a voltigé, c'est sa main, aplatie comme une crêpe par la grande machine à caoutchouc. Voilà comment la souffrance causée par le travail s'est invitée dans ma vie. Alors, mon père, il est parti à l'hôpital, évidemment, et puis on lui a mis, dans un premier temps, sa main dans son ventre, vraiment dans son ventre, ça s'appelle un empochement, pour qu'elle cicatrise. Et puis, comme quelques doigts ont commencé à pourrir, on lui a retiré dans la main, et puis on a essayé une autre technique, on a taillé dans la cuisse pour lui mettre un bout de cuisse sur sa main. Alors les cuisses des messieurs, ça a des poils. Enfin, celles des filles aussi. et donc du coup, moi je verrai toute ma vie mon père se raser la main. Alors, il y en a qui sourient. C'est vrai qu'a priori, ça pourrait être drôle. Mais pour mes parents, c'était pas drôle. Parce que pour mon père, c'était la honte, à 29 ans, de plus avoir de main droite. Et puis, pour ma mère, c'est la honte aussi, parce que elle a un mari infirme maintenant. Alors moi, du coup, la honte, c'est quelque chose que je connais bien. Ça a commencé à l'école, quand il fallait dire tout haut le nom la profession des parents. Alors mon père, il est ouvrier, ma mère, elle est femme de ménage. Et puis ça a continué quand il fallait que j'écrive mes mots d'absence toute seule, parce que mes parents, ils ne savaient pas trop écrire le français. Et puis quand ils venaient jamais aux réunions de parents d'élèves, parce qu'ils ne savaient pas parler trop le français non plus. Et du coup, moi, j'ai pas voulu être comme eux. Et puis, du coup, je suis devenue formatrice, consultante et coach en entreprise. Donc maintenant, j'ai face à moi les directeurs pour lesquels pouvaient travailler mes parents. Alors, je les forme à la communication, au management, au développement personnel, on y viendra plus tard. Et du coup, moi je suis Juliette, j'ai 50 ans, et je suis là ce soir pour vous parler des personnes que j'ai face à moi tous les jours, et que le travail rend malade, que le travail abîme. Je suis née au Portugal, donc je suis portugaise, en mai 68. Sous une dictature, le salazarisme, institué par António de Oliveira Salazar, et qui a duré 36 ans. C'est pas mal.
Du coup, ça marquait un peuple. Et du coup, à l'époque, mes parents, ils ont 20 ans, et ils travaillent à l'usine, ils font des dessus de lit. Donc ils ont 20 ans, et puis leur rêve, c'est de construire un jour leur maison. Mais sous une dictature, donc il a fallu qu'ils partent, qu'ils s'exilent, pour mieux revenir ensuite. Alors, mon père, il est parti le premier, mais dans le plus grand des secrets, parce que dictature, PID, la PID, c'est la police nationale, enfin, oui, nationale, la police nationale de l'État. Et cette PID a les oreilles partout. Et donc, il était interdit de quitter le pays. C'est pour ça donc qu'il est parti dans le plus grand des secrets. Parce que s'il était pris, c'était la prison. Donc il est parti clandestinement. Ma mère est restée à peu près 3 semaines sans nouvelles. Donc elle a dû s'inquiéter un petit peu quand même. Et puis au bout de 3 semaines, elle a reçu une lettre. Et dans cette lettre, mon père lui disait qu'il était bien arrivé, qu'il avait trouvé du travail, un contrat chez Michelin. Parce qu'à l'époque, la France était un peu l'Eldorado des Portugais. Et donc il y en a beaucoup. Alors il faut savoir que de 1969 à 1974, il y a quand même eu à peu près 950 000 Portugais qui ont quitté le pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Portugais en France. Ils sont partout. Donc voilà, mon père atterrit chez Michelin. Et Michelin, jusque dans les années 1960, c'est une entreprise aujourd'hui qui est cotée au CAC 40. Et jusque dans les années 60, c'était vraiment là c'est mon premier trou de mémoire, la représentation du paternalisme industriel. Ça m'est revenu. Et donc Michelin a été créé par 2 frères, Édouard et André Michelin. Et ça a été fondé en 1896, et un journaliste, je vous parlais du paternalisme industriel, machin, et donc un journaliste écrit en 1932, on est à la clinique Michelin, on étudie à l'école Michelin, on prie à l'église Michelin, construite au milieu d'une cité ouvrière, à côté des rues du courage, de la volonté et du devoir. On fait ses courses à la coopérative Michelin. Moi, je me souviens, pour les Noëls, mes parents, ils achetaient nos cadeaux à la coopérative Michelin. Et puis, on pratique le sport à l'ASM, l'association sportive Michelin. Donc, Google, finalement, n'a rien inventé. Alors, les frères Michelin, ils ont été les contemporains de Frédéric W. Taylor. Vous savez qui c'est? Vous avez entendu parler, il est assez connu quand même. Alors, ce type, il est assez connu, pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de l'organisation scientifique du travail. Parce qu'avant, c'était pas scientifique. Du scientifique. Et donc, alors le rapport avec Taylor et les frères Michelin, c'est que les frères Michelin, un des fils des frères Michelin, est allé aux États-Unis, s'est intéressé au taylorisme et l'a rapporté dans les usines Michelin. Et donc, en 1910 à peu près, on a commencé à mettre du taylorisme chez Michelin.
Alors, Frédéric W. Taylor, il était quand même un peu... parce que il était fou de rationalité. Et du coup, quand il était adolescent, il s'est rendu compte que quand il dormait sur le dos, eh ben, il rêvait. Donc, pour un type fou de rationalité, ça marche pas. Et donc, bah, c'était du temps perdu à rien. Et donc, il est allé quand même jusqu'à se fabriquer une sorte de harnais avec des points, des lanières en cuir, des trucs comme ça, pour l'empêcher de se retourner en fait. Donc là, il était tranquille, il rêvait. Alors, donc c'est bien ce Taylor-là qui, comme je vous le disais, invente l'organisation scientifique du travail. Donc ça, je pense que vous avez compris, ça fait 3 fois que je le dis. Avec 3 grands principes. Alors, le premier grand principe, c'est la division, pas que je me plante, verticale du travail. Alors, verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ingénieurs réfléchissent le travail parce qu'ils sont intelligents, et les ouvriers, ils exécutent. Et donc, voilà, ça c'est le premier grand principe. Le deuxième grand principe, c'est donc après la division horizontale, on va faire quoi la division horizontale. Horizontale, non j'ai dit verticale. Ouais. Et donc verticale, alors ça c'est Charlie Chaplin, les temps modernes. Horizontale. Diagonale. Ouais, diagonale. Rondale. Donc j'en étais où? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Ah, vous êtes sympa, merci. Charlie Chaplin. Et donc, voilà, Charlie Chaplin. Et donc, c'est la division du travail, hein, en tâches élémentaires que l'ouvrier va répéter comme ça, et puis qu'il va finir. Voilà. Et le troisième grand principe, c'est le salaire au rendement et le contrôle du temps. Alors, je vais vous lire un truc qui est marrant. Alors, Taylor nous dit ceci. L'une des premières caractéristiques d'un homme qui est capable de faire le métier de manutentionnaire de gueuse, on replace dans le contexte, 1910, est qu'il est si peu intelligent et si flegmatique qu'on peut le comparer, en ce qui concerne son attitude mentale, plutôt à un bœuf qu'à toute autre chose. L'homme qui a un esprit vif et intelligent est, pour cette raison même, inapte à exercer ce métier en raison de la terrible monotonie des tâches. Voilà. Alors donc, la seule motivation d'un tel travail ne peut être que le salaire au rendement. Donc on met les chronos, et plus on bosse vite, et plus on gagne d'argent. Alors, le taylorisme, ça a eu quand même quelques avantages, hein. Faut pas le nier, faut quand même le dire. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire, donc il fallait augmenter la cadence, la production, le rendement. Et du coup, le salaire au rendement a donc permis aux ouvriers d'avoir un meilleur confort de vie, d'avoir une augmentation des salaires, etc. Puis, par exemple, dans les années 70, ça a amené au plein emploi. Alors, mes parents me disaient qu'à cette époque, il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Mais le taylorisme fait aussi, alors vous ne découvrez pas le taylorisme, mais peut-être vous vous rendez compte qu'il y a aussi des inconvénients. Hein. Le taylorisme assujettit quand même les corps. Il empêche les ouvriers il les dépossède en fait de leur métier, puisqu'ils font que des trucs. Il les dépossède et puis il empêche l'ouvrier d'organiser son travail comme il le veut, comme il le souhaite. Donc finalement, on transforme les hommes en hommes-machines.
Et ce système est d'ailleurs dénoncé comme déshumanisant par évidemment les ouvriers, mais aussi par le patronat après 1968. Ils ont compris quand même qu'il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Alors le taylorisme est en lien aussi avec le libéralisme. Les philosophes du XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, pensaient que justement le progrès scientifique, technologique, etc. allait pouvoir libérer les hommes de l'emprise, de l'État, de la religion, des traditions, tout ça. Donc dans un premier temps, c'est plutôt pas mal comme idée. Je suis mon plan parce que j'ai pas tout dans la tête. Oui, donc il faut savoir que 25% de la population actuelle, en 2018, travaille encore sous la loi du taylorisme. Les caissières, les gens qui travaillent par exemple chez Lidl ou machin, ou chez Amazon, vous savez, avec les casques. Et puis les opérateurs de call center, etc. Enfin, je ne vais pas tout dire, mais il y en a plein encore. Et du coup, oui, je vous disais tout à l'heure que j'étais consultante et formatrice, c'est comme ça que j'ai démarré. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, enfin c'était l'année dernière, je suis intervenue pour un grand groupe d'assurance. Et puis ce grand groupe d'assurance, comme plein de grosses boîtes, vous savez, absorbe plein de petites boîtes, etc. Pour grossir. Et donc, comme ils ont absorbé pas mal, ils veulent restructurer leur activité. Et donc, par exemple, à Bourges, on ne fera plus que telle et telle activité, à Nantes, on ne fera plus que telle activité, etc., etc. Alors moi, quand on m'explique ça, je me dis, ça me rappelle quelque chose. Et donc, pour accompagner les salariés, parce qu'il faut quand même les accompagner à minima, ils mettent en place un plan de formation. Et donc, moi je suis formatrice, me voici sillonner la France entière pour animer des formations autour du travail en équipe, parce qu'ils vont changer d'équipe, autour de la communication, et puis autour de l'accompagnement au changement, parce que forcément il y a du changement. Et alors, dans mon job, j'ai quelques outils, évidemment, et puis ce que je fais souvent, c'est qu'avant de rentrer dans le dur, je laisse quand même les gens s'exprimer, ça leur fait du bien. Et donc, je leur demande comment ça se passe pour eux, comment ils le vivent, cette restructuration. Et alors, il y en a qui sont pas bien, vous imaginez. Donc, il y en a qui sont en colère contre la direction, tout ça, qui se plaignent d'un management infantilisant. Par exemple, j'ai une des participantes qui me dit en blaguant, voilà, ma petite fille ce matin m'a dit que sa maîtresse l'a changé de place. À l'école, on change les enfants de classe. Et cette participante lui dit, moi aussi, mon manager, il m'a changé de place. Et donc, c'est pas terrible, quoi. Alors, donc, il y en a qui sont pas bien. Là, je suis obligée de retourner à mes notes, je suis désolée, mais je n'ai pas tout dans la tête. Donc, il y en a qui sont en colère. Il y en a aussi qui se sentent un petit peu comme des pions, ils ont raison. Ils se sentent un petit peu comme des pions parce que ils sont un peu placés là ou là, forcément. Et du coup, ils ont aussi peur parce que dans les grosses boîtes, en règle générale, quand il y a des gros changements comme ça, ils ne communiquent pas trop.
Enfin, c'est-à-dire qu'entre eux, là-haut, ils communiquent très bien, hein, mais ça descend pas. Et donc, du coup, c'est complètement contre-productif parce que les gens, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, donc ça fait augmenter l'angoisse en flèche, quoi. Et donc, ouais, alors ça les fait monter en flèche. Ça fait monter l'angoisse en flèche. Parce que, donc ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Puis il y a aussi du PSE dans l'air. Ouais, vous savez ce que c'est le PSE ? Ouais, bon, je vais vous le dire. Alors PSE, du coup, je fais une petite parenthèse, parce que le PSE, ça fait partie de ce qu'on appelle la novlangue. La novlangue. Ouais, c'est une nouvelle langue. Novlangue. Et alors, la novlangue, ça sert à quoi ? Parce que la novlangue, finalement, c'est une sorte de jargon truffé d'anglicisme et qui aseptise un petit peu les mots, qui les adoucit. Parce que quand les mots disent la vérité, ça fait peur. Donc, par exemple, licenciement, à un certain moment, s'est transformé en plan social. Et plan social se transforme maintenant en plan de sécurisation de l'emploi. Sauvegarde. De sauvegarde de l'emploi. Oui, parce que... alors, ça, c'est un exemple. Hein. Alors, dans la vie courante, par exemple, maintenant, la vidéosurveillance devient de la vidéoprotection. Et puis, tous ces mots anglais là, qui pénètrent notre vocabulaire, benchmarker, faire du reporting, conf call, etc. Alors, si on a les clés, si on fait partie de la même famille, on se comprend, mais si on n'a pas les clés, on ne comprend pas. Et par exemple, en réunion, je vais peut-être pas lever le doigt pour demander ce que c'est, parce qu'en entreprise, il faut savoir, il faut être fort et savoir. Donc cette novlangue, finalement, elle nous empêche de nous comprendre. Alors d'autres, on va revenir à mes participants, d'autres ont peur oui, d'autres sont tristes, parce qu'il y a des personnes dans cette entreprise qui ont 20 ou 30 ans de boîte, qui ont fait toute leur vie professionnelle dans cette entreprise, donc forcément, ils ne sont pas tout seuls, ils ont d'autres collègues, et au fil du temps, ils deviennent amis, et donc ils s'entendent bien, et donc il va falloir qu'ils aillent travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Puis voilà, c'est confortable, chacun, voilà. Et donc ça les rend tristes. Et puis ils ont peur de régresser aussi. Parce que eux, ils ont un métier, ils ont appris leur métier, ils maîtrisent leur métier. Et comme on est tout le temps... là, je vous parle dans ce grand groupe de cette restructuration, mais avant, il y en a déjà eu plein d'autres, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les personnes ? À chaque restructuration, on les change d'activité, etc. Donc, à chaque fois, ils ont l'impression de repartir à zéro. Et donc, c'est pas agréable, vous voyez, au bout de 30 ans de boîte, de se dire, finalement, je sais rien faire, quoi. Il va falloir que je réapprenne, que je lâche tout ce que je sais pour réapprendre un truc, et puis en sachant que peut-être dans 2 ans, voilà, on va repartir, donc il va falloir que je désapprenne, que je réapprenne d'autres choses. Et puis il y a cette idée, alors ce grand groupe, c'est des assurances, et, c'est des mutuelles plus exactement, et les gens qui s'engagent dans la mutuelle, au départ, il y a quelques années, ils s'engageaient sur des valeurs. Et donc, excusez-moi, j'ai des trous de mémoire, mais vous êtes sympa. Vous n'allez pas m'en vouloir. Non. Oui, donc ils se voient, voilà, ils étaient plutôt sur des valeurs de solidarité, d'entraide, etc. Puis là, ils comprennent bien que la solidarité, l'entraide, on va la mettre de côté, puis on va être plutôt sur de la productivité. Donc on va leur mettre des objectifs. Par exemple, 70 dossiers à traiter par jour, délai de traitement d'un dossier, 7 minutes, quoi.
Donc, alors, il y en a qui sont contents parce que justement, ils ont un manager qui ne supporte pas, qui les harcèle, etc. Donc, ils sont bien contents de changer d'activité. Et puis, d'autres, 70 dossiers par jour, c'est pas marrant, quoi. Hein, 7 minutes de traitement. Voilà, je vous disais tout à l'heure que quand on m'a expliqué un peu la mission, tout ça, je me disais, ça me rappelle quelque chose. Et là, c'est sûr, c'est du néo-taylorisme, quoi. Donc, le néo-taylorisme, il vise à dominer les travailleurs, à les déposséder de leur métier. Et donc, en les dépossédant de leur métier, vous savez que dans les entreprises, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais il y a des process pour tout, des procédures pour tout. Et donc, les gens se raccrochent aux procédures pour pouvoir exécuter leur métier, quoi. Et donc, les procédures les empêchent de réfléchir. Et c'est bien ça qu'on veut, éviter qu'ils réfléchissent, les gens. Et du coup, je vous disais, du coup, voilà, ils en réclamaient des procédures comme des bouées de sauvetage. Et du coup, la France aussi a été une bouée de sauvetage pour ma famille. Mon père, comme je vous le disais tout à l'heure, est parti le premier, et puis il est revenu nous chercher. Encore une fois, on s'échappe de manière clandestine, la nuit, en taxi, pas mal quand même, je trouve. Et puis on arrive à Chaves, la frontière, la ville frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et donc là, le passeur nous attend. Et donc, le passeur marche le premier, mon père derrière avec les 2 valises, et puis ma mère avec moi dans les bras, puisque j'ai 24 mois à cette époque. Et puis il marche, et puis à un moment donné, paf, je me réveille. Vous savez, les enfants, c'est incontrôlable. Donc je me réveille et je pleure, et je fais du bruit. Alors là, le passeur, il prend peur, et il dit... Si há bem lado onde não se pode fazer barulho, é bem aqui. Je vous traduis, non? Oui. S'il y a bien un endroit où on ne doit pas faire de bruit, c'est bien ici. Oui, parce que c'était juste le moment où la relève espagnole prenait la garde. Enfin, non, la garde, la relève, vous m'avez compris. La relève de la garde. Voilà. Et donc, ma mère me cajole, me calme, puis je me rendors, et puis on arrive à une ferme, en Espagne, donc. Et la propriétaire de cette ferme, croyant bien faire, propose, c'est une vieille dame, propose le lit, son lit encore tout chaud à ma mère et moi. Et ma mère refuse. Alors, quand elle me raconte ça, je lui dis, je comprends pas pourquoi tu refuses, parce que c'est plutôt gentil quand même. Elle me dit, non, mais tu crois pas que j'allais te mettre dans un lit d'une vieille que je connaissais pas quand même. Un peu de dignité. Donc du coup, le lendemain, après un café chaud, on monte dans la camionnette, on traverse l'Espagne, on arrive à la frontière, on prend le train et on arrive à Clermont-Ferrand, puisque Clermont-Ferrand, c'est le siège de Michelin, la région de Michelin. Alors, mon père, préalablement, avait trouvé une maison. Je vous disais tout à l'heure que Michelin fournissait les maisons aussi. Et puis, on arrive, on s'installe. Et mon père, auparavant, travaillait en 3-8. Et puis, vous vous souvenez, le rêve de mes parents, c'était d'avoir leur belle maison. Donc, ils travaillent de nuit parce que on gagne plus d'argent. Et à cette époque-là, les Portugais, ils voulaient amasser un maximum d'argent pour repartir au Portugal. Et alors, ma mère, elle trouve
des heures, quelques heures hein, de ménage à droite à gauche au départ. Et puis elle ne parle pas un mot de français, évidemment, alors elle se débrouille, hein, elle bricole comme elle peut. Et des personnes lui écrivent les mots en français, par exemple balai, brosse, serpillière, et elle les apprend par cœur. Et du coup, elle se fond, elle se coule, elle apprend le portugais. Et aujourd'hui, le français, parce que le portugais elle maîtrise, le français. Et du coup, maintenant elle le parle complètement, correctement quoi. Et alors là j'ai un autre trou de mémoire. Ouais. Alors mon père. Parce que pour construire cette conférence gesticulée, je les ai un petit peu interviewés. Et mon père me disait que Michelin, il aimait bien. Il y avait une bonne ambiance, finalement. Quand il travaillait de nuit, il commençait à 21h. Il s'arrêtait à minuit, il cassait la croûte avec les collègues, au réfectoire, tout ça. Ils avaient le droit de boire du vin. Et ça m'a étonnée quand même. Et donc, moi, quand il me dit, non, moi ça m'allait, etc., je me dis, mais quand même, c'est bizarre d'aimer la main qui te nourrit et puis qui te mutile en même temps. Alors, je m'interroge un peu sur le travail. Finalement, le travail, c'est quoi? Alors, il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie Peset, qui est psychanalyste et psychologue du travail. Alors, si vous cherchez sur YouTube, il y a à foison, et d'ailleurs, s'il y en a qui bossent en entreprise, elle est à l'initiative d'un site internet qui s'appelle Souffrance et Travail, et qui est vraiment super bien fait, qui est une mine d'informations. Voilà, donc ça c'est diffusé sans modération. Et donc Marie Peset, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que le travail, c'est central dans nos vies. Elle nous dit que d'un point de vue psychanalytique, le travail aide à sublimer et à canaliser nos pulsions. Par exemple, l'enfant qu'on pourrait qualifier de sadique quand on le voit arracher les ailes d'un papillon, peut-être que finalement ça deviendra un grand chirurgien qui sauvera des vies. Ou alors l'enfant exhibitionniste qui la ramène tout le temps, peut-être qu'un jour il deviendra un grand acteur. Alors, il y a aussi quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Dejour. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Ouais. Alors, Christophe Dejour, dans le milieu, il est assez connu, il a écrit plein de bouquins. On le voit souvent à la télé, etc. Et donc, lui aussi, oui, il est d'accord que le travail, c'est central. Et c'est central pourquoi? Parce que finalement, au travail, qu'est-ce qu'on développe? On développe des compétences, des savoir-faire. On développe sa créativité parce que quand il y a des problèmes, vous êtes d'accord qu'on rencontre des problèmes au travail, hein, il faut développer des stratégies, des stratégies de résolution de problèmes, comme on appelle dans mon job. Et puis, il nous dit que le travail nous permet aussi de faire l'apprentissage de la coopération. Ça, c'est un truc super important, pour Christophe Dejour qui défend beaucoup. Le travail permet aussi l'apprentissage du vivre ensemble, de l'affirmation de soi, de la confrontation à l'autre. Donc, on se construit à travers tout ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler. En plus, je suis portugaise, donc les Portugais travaillent ça. J'aime bien mon travail, mais des fois, je ne suis pas très bien dans mon travail. Un autre, Pierre Bourdieu, peut-être que vous connaissez, c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle, sociologue du XXe siècle. Lui, il parle de souffrance de condition et souffrance de position. Alors moi, tous les jours, je suis en souffrance. J'ai des personnes
face à moi qui sont en souffrance de conditions. C'est-à-dire qu'ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas bien faire leur travail. Ils n'ont pas les bonnes conditions de travail. Et puis moi, face à ces gens, je suis en souffrance de position. Parce que, par exemple, quand j'ouvre une session de formation à la gestion du stress, et que juste au démarrage, vous savez, dans mon métier, on fait un tour de table, chacun se présente, tout ça. Et voilà, dès le tour de table, quand j'ai 2 personnes qui pleurent et une personne qui parle de suicide, voilà, moi quand je regarde du côté de mes outils ou du programme que je suis censée appliquer, je vois pas bien comment les aider parce que qu'est-ce qu'on trouve en général dans les programmes de gestion du stress? Et voilà, savoir se relaxer, faire du yoga, prendre de la distance, positiver, savoir dire non à son chef. C'est toujours facile. Et donc, je vois bien que je peux pas faire grand-chose pour eux. Et du coup, je souffre aussi petit à petit. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'accident de mon père, et donc je vous disais que mon père aimait son travail, mais que le travail lui a pas rendu finalement, parce qu'il lui a piqué sa main quand même. Donc mon père veut être voltigeur. Donc un collègue le forme sur le fonctionnement de toutes les machines. Et puis, dans un moment d'inattention, il porte un gant, il pose sa main sur, un tapis, et puis derrière le tapis, il y a des gros cylindres, et puis sa main passe à travers, et je vous disais qu'elle a été aplatie, broyée, brûlée. Donc, clinique Mechelin, 2 mois à l'hôpital, et shooté à l'anesthésie générale, à la morphine, donc il divague complètement. Son patron, à l'époque, parce que je vous disais que Michelin, c'était finalement très paternaliste, il est venu me voir, parce que quand même, c'est grave ce qui s'est passé. Et du coup, il reconnaît personne, appelle ma mère. Moi, je me souviens de la clinique Michelin quand j'étais enfant, et ce dont je me souviens finalement, c'est que, pas trop de mon père, mais plus du plateau repas, qui finissait pas parce qu'il n'avait pas du tout faim, et donc moi j'adorais. C'est les enfants, c'est... Et donc, comme vous savez, dans la vie, souvent on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Alors, du coup, il n'a pas reçu un courrier de chez Michelin, et du coup, paf, son salaire est suspendu aussi pendant 3 mois. Et donc, du coup, ma mère, elle doit gérer tout toute seule, quoi. Il n'y a plus de fric. Alors, comme les Portugais, ils sont très communautaires et très solidaires, heureusement qu'il y avait les Portugais, voilà, ils se dépannaient les uns les autres, quoi. Donc, elle a pu tenir bon an, mal an. Et puis, c'est dans les années, voilà, je vous avais dit, dans les années entre 65 et 70, et entre-temps, il y a mai 68, avec ce qu'on connaît, grève générale, 8 millions de grévistes, tout ça. Et donc mon père, à cette époque, a la bonne idée quand même d'adhérer à la CGT. Du coup, la CGT prend les choses en main, et son salaire lui est restitué, et il négocie même une pension, une rente, qui touche encore, actuellement. Donc mon père, finalement, je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus, que quand il est revenu de sa convalescence, on l'a remis à travailler près des vieilles. Je vous l'ai dit ça ou pas? Non. Alors c'est lui qui me dit qu'il travaillait, qu'on l'a collé à travailler près des vieilles, et des éclopés comme lui finalement. Et lui, alors c'est d'autant plus, moi je me dis ça devait être d'autant plus particulier parce que mon père, quand il était jeune, il était très beau. C'était, vous voyez, un peu Alain Delon avec les yeux bleus, quoi. Et donc à 29 ans, dans toute sa beauté, tout ça, je me dis,
Je sais pas, bon, ça n'a pas dû être facile pour lui. Et donc, pour lui, bon, c'est clair, adieu la voltige, voilà, aucune possibilité de promotion, et du coup, ouvrier il est, ouvrier il restera, quoi. Et du coup, il travaille chez Michelin jusque dans les années 80. Alors, il tamponne toute la journée des étiquettes pour les pneus Michelin. Alors, il fait ça donc jusque dans les années 80. Puis, quand entre-temps, ils ont quand même bien bossé, mes parents, ils ont amassé quand même pas mal d'argent. Et ils décident de revenir à leur rêve, de retourner au pays. Ils ont pu entre-temps construire leur maison. Et puis, ils décident, quand ils reviennent au Portugal, il faut qu'ils bossent un peu quand même. Et donc, moi j'habite, mes parents habitent à Porto, donc c'est le nord du Portugal, et cette zone, elle est très, c'est beaucoup de textile, une industrie très textile. Donc, ils décident de faire une petite usine dans le garage et de produire pour les petites usines, pour les usines locales. Et alors du coup, ça marche pas du tout. C'est fiasco total. C'est une période très difficile. Ma mère est complètement en dépression totale. Ça marche pas du tout. Ils s'engueulent tout le temps. C'est l'horreur. Et donc, on retourne à la case départ. On revient en France, donc faut tout recommencer. Alors, au départ, mon père, il trouve un peu des boulots à droite à gauche. Il nettoie des résidences, vous savez, vider les poubelles, tout ça. Tondre la pelouse. Mais des fois, il tombe sur des pelouses un peu pentues. Et donc, il me raconte que c'est compliqué. Il faudrait bien 2 mains, là. Alors, petit à petit, il devient... après, il travaille comme magasinier. Voilà. Et puis, ma mère, alors, elle trouve une place de femme de ménage. Alors, on est entre nous, je peux le dire, chez Madame Gouillard. Alors, Madame Gouillard, j'en ai entendu parler pendant très longtemps. Et donc, elle y passait, voilà, de 9h à 17h, elle faisait le ménage, etc. Et cette Madame Gouillard, elle était super chiante. Et donc, voilà, on part à zéro. Bon, alors, entre-temps, voilà, on avance dans le temps. Moi, j'arrive, j'ai 14 ans. Et puis, à 14 ans, vous savez, 14-15 ans, il faut s'orienter, fin de 3e, tout ça. Et du coup, moi, je ne sais pas quoi faire. Donc, à l'époque, j'ai une copine qui s'appelle Martine. Et Martine, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle veut faire l'école hôtelière. Alors, moi, je suis Martine. Et donc, j'arrive à l'école hôtelière. Et là, j'ai pas aimé. Serveuse, servante, comme ma mère, ça me plaît pas trop. Mais quand même, à l'école hôtelière, je rencontre mon premier grand amour, Eric. Et lui aussi, il sait ce qu'il veut faire. Il veut faire du théâtre. Alors, je fais quoi ? Du théâtre. Et alors, je me forme sérieusement, pendant 3 ans. Je fais des cours de théâtre, acteur studio, comédia, tout ça. Je me forme à tout ça. Et j'adore. Je découvre le théâtre, c'est comme si je découvre un nouveau continent, quoi. Avec des gens différents, avec des personnalités décalées, excentriques. Le théâtre pose un regard un peu plus poétique sur la vie. Donc je me cultive à max. Parce qu'à la maison, alors peut-être qu'il y en a qui sont de ma génération, vous connaissez Télépoche ? Ouais, voilà. Ouais. Moi, c'était le seul bouquin que j'ai vu à la maison toute mon enfance. Donc j'ai une avidité comme ça de connaissances. Je me tape plein d'auteurs de théâtre. Je vais voir plein de spectacles, je découvre plein de metteurs en scène extraordinaires, Mouchkine, Bob Wilson, voilà, peut-être que ça vous dit rien, mais en tout cas dans le milieu des théâtreux, c'est des stars, Peter Brook, tout ça, c'est des dieux.
Et donc, ben voilà, pendant quelques années, je suis à fond dedans. Et puis, je vais beaucoup au théâtre. En plus, je suis en région parisienne, donc voilà, du théâtre, il y en a à gogo. Et puis, je commence à me rendre compte que c'est super le théâtre, mais que finalement, il y a des fois où je m'ennuie. Et ce qui se passe, c'est que je m'ennuie de plus en plus. Et du coup, je commence à subir le théâtre. Du coup, vous savez, il y a certaines pièces de théâtre, je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, où au bout de 15 minutes, tu dis putain. Et là, tu cherches la sortie, et elle est loin. Et au théâtre, ça craint de se lever, tout ça, parce que c'est religieux le théâtre. Enfin, certaines formes de théâtre, hein, excuse-moi, Renata. Et donc, voilà, je m'ennuie. Et puis je trouve que, du coup, il y a quelque chose qui commence à apparaître à mes yeux, je trouve que les théâtreux, ils sont un peu entre eux, c'est un peu un entre-soi d'un télo, qui font du théâtre pour les théâtreux, finalement, quoi. Et puis, vous savez, il y a des trucs qui m'agacent, voir des pièces de théâtre où on s'extasie, personne n'a rien pigé, mais il faut s'extasier parce que c'est à la mode, quoi. Et donc, moi, ça me va pas bien. Alors, du coup, je quitte le théâtre. Et puis, du coup, je découvre le théâtre de l'opprimé. Et là, je kiffe. Parce que, enfin, le théâtre... Enfin, je trouve la dimension politique qui manquait au théâtre, un peu de divertissement que j'avais connu. Alors, Augusto Boal, c'est le fondateur du théâtre de l'opprimé. Dans les années 60, lui, son combat, en fait, c'est de passer des messages pour que les opprimés se défendent contre les oppresseurs. Et moi, au début, je me dis, ouais. Et puis, donc, il sillonne tout le Brésil, dans les années 60, les terres les plus pauvres, pour justement donner des conseils avec des pièces de théâtre, etc., et amener les gens à se révolter, quoi. Et un jour, il joue une pièce de théâtre qui s'appelle « Versons notre sang pour la terre » devant la Ligue paysanne. Et là, à la fin de la pièce, il y a un paysan, un vieux monsieur, un vieux paysan, qui vient le voir, et puis il a les larmes aux yeux, il pleure. Et il lui dit, nous aussi, comme vous, on croit qu'il faut verser notre sang pour la terre. Alors, il lui dit, alors, comme on est d'accord, on va aller déjeuner, et quand on revient, on prend nos armes, vous les vôtres, et on va aller voir le colonel qui a pris nos terres. Alors là, Augusto Boal... un petit moment de solitude, et il lui dit oui, mais nous on est des artistes, on est des comédiens, les armes c'est des fausses, c'est pas des vraies. Et là le paysan le regarde et lui dit, ah d'accord, en fait votre sincérité elle est fausse, le sang que vous voulez verser c'est le nôtre, pas le vôtre. Et là Augusto Boal comprend qu'il faut qu'il change un truc. Que le théâtre d'agit-prop de l'époque, c'est bien, mais que ça ne marche pas tout le temps. Et donc, il décide de réfléchir à une autre forme de théâtre. Et en fait, avec ses comédiens, il joue des scènes qui posent des problématiques. Et en fait, ils interrogent le public, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le protagoniste de l'histoire rencontre une oppression en difficulté, on va interroger le public et dire qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et donc, le public propose des solutions et les comédiens jouent. Et puis, un jour, au Pérou, en 73, je crois,
il joue une pièce sur l'alphabétisation. Et donc là, il y a une paysanne qui a un problème. C'est-à-dire que son mari lui réclame tous les mois de l'argent. Et donc elle lui donne cet argent, et son mari lui dit qu'il va, avec cet argent, construire une maison. Mais elle se rend compte que c'est pas pour construire une maison qu'il lui demande son argent, c'est pour entretenir sa maîtresse. Donc elle demande quoi faire. Et donc voilà, Auguste Boal interroge le public, etc. Donc il joue des solutions, etc. Puis là, Auguste Boal repère au bout de la salle une grosse dame qui est comme ça. Et elle semble assez furibonde. Donc il va la voir et lui dit, voilà, peut-être vous avez une idée, madame. Et elle lui dit, ouais, moi je trouve qu'on n'est pas assez ferme avec le mari. Alors Auguste Boal lui dit, ah bon, on va voir, alors les comédiens, mettez la gomme, soyez un petit peu plus ferme, etc. Donc on joue plusieurs trucs. Et Auguste Boal regarde la vieille paysanne, et puis elle est toujours comme ça. Elle dit, non, vous êtes toujours pas assez ferme. Est-ce que je peux y aller, moi? Alors Auguste Boal, c'est une première, hein, il dit, oui, d'accord, ok. Donc elle monte sur scène. Et à ce moment-là, elle roue de coups le comédien qui jouait le mari. C'était ça qu'elle appelait être beaucoup plus ferme. Et c'est à partir de ce moment-là que le théâtre forum, une des formes les plus connues du théâtre de l'opprimé, naît. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Auguste Boal, et du coup j'ai la chance aussi d'avoir travaillé avec l'équipe du théâtre de l'opprimé à Paris. Et donc là c'est pareil, au début je trouvais ça extraordinaire, magnifique, on faisait plein de stages, on faisait aussi des théâtres forums, par exemple, moi j'intervenais comme comédienne sur, par exemple, la violence faite aux femmes, la parentalité, le rôle de la parentalité pour des éducateurs, etc. Donc c'était passionnant, quoi. Et puis on fait aussi du théâtre invisible. Ça, c'était une forme qui, à l'époque, était très connue. Le théâtre invisible, c'est quoi? C'est du théâtre qui est invisible. Donc, ça veut dire qu'en tant que comédien, on réfléchissait à des sujets de société, etc., pour interroger un peu l'opinion publique. Et on les jouait dans le métro, aux terrasses de café et autres. Et donc, l'idée, c'était de provoquer du débat. Et après, une fois qu'on avait provoqué le débat qu'on voulait, on partait. Et donc, alors je reste dedans quelques temps, tout ça, puis parallèlement à ça, je m'intéresse aussi, je commence à m'intéresser un peu au bouddhisme, à la spiritualité, au développement personnel, etc. Et puis, avec le temps, il commence à y avoir, c'est comme au théâtre, hein, il commence à y avoir un truc qui me dérange un peu. C'est-à-dire que je trouve que c'est un petit peu manichéen, finalement, ce truc-là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les méchants oppresseurs, et puis d'un côté, il y a les gentils opprimés. Et je sais bien que dans la vie, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Hein. Donc, je décide de quitter le théâtre de l'opprimé, en emmenant avec moi Ludovic, l'administrateur du théâtre de l'opprimé, qui deviendra le père de mes enfants, Lily et Noé. Alors, le temps avance toujours, hein, donc j'arrive à la trentaine. Et puis comme je quitte le théâtre de l'opprimé, du coup, j'ai plus trop de boulot, quoi. Je sais pas trop quoi faire encore. Je suis encore dans un creux. Et du coup,
coup, je ne suis pas convaincue par la forme du théâtre de l'opprimé, mais toujours... Enfin, je m'intéresse, je regarde le monde, quoi. Je me dis, ça tourne pas bien quand même. Mais je me rends compte que le théâtre de l'opprimé, le théâtre, ça marche pas. Donc je me dis, pourquoi finalement le monde il tourne comme ça? Pourquoi finalement les manifs ça ne marche plus trop? Les syndicats plutôt en berne. Enfin, en tout cas, moi quand je parle des syndicats en entreprise, j'ai pas l'impression qu'ils aient un succès de dingue. Hein. Alors je suis désolée s'il y a des syndicalistes. Et donc je me dis aussi que finalement, quoi ça sert de se battre? Quand on regarde quand même l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gens très riches, toujours eu des gens très pauvres, toujours eu des gens heureux, toujours eu des gens malheureux. Puis par rapport à tout ça, moi je me sens super impuissante. Je me dis qu'est-ce que je peux faire, moi, petite Juliette d'Acosta dans l'univers, face à tout ce bordel. Alors vous avez pu remarquer, j'ai un petit problème avec ma bretelle. Voilà. Alors du coup, je me dis, dans le développement personnel, il y a un truc que j'aime bien, vous savez, l'idée que pour changer le monde, il faut se changer déjà soi. Alors je me dis, pas mal comme idée, je vais creuser un peu. Et donc, voilà, je me fais alors là j'y vais à fond, hein, je me fais thérapiser, psychanalyser, art-thérapiser, coacher, je fais plein de stages de développement personnel, tout ça. Et je me rends compte que, ouais, ça va un peu mieux quand même. Et je me rends compte quand même que ça marche pas mal. Alors le développement personnel, finalement, on a l'impression que c'est assez récent, mais finalement non, parce que ça plonge ses racines dans l'Antiquité. Déjà, sur le temple de Delphes, il y avait marqué « Connais-toi toi-même ». Et à l'époque, les philosophes, ils étaient persuadés que finalement, vivre, ça s'apprenait. C'était pas inné. Et donc, c'est dans cette lignée que le développement personnel a traversé les âges. Et c'est beaucoup démocratisé à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, tout ça, c'est à fond, quoi. Et alors qu'à l'époque, le développement personnel, si on peut parler de ça, était plutôt réservé aux élites dans l'Antiquité. Et donc, alors, moi je creuse ça à fond et tout. Et puis, il y a aussi commencer à comprendre peut-être qu'il y a des trucs... voilà, je creuse et puis après, je m'en vais, donc là, pareil. À un moment donné, je suis tellement convaincue que je décide de devenir psychothérapeute. Je me dis, voilà, ça va aider les gens, ça aussi. Et puis, alors, j'essaye de me former... j'essaye parce que je n'ai pas fini. Je m'inscris dans une école, sur une formation sur 3 années, qui s'appelle l'école parisienne de Gestalt. Tu connais? Et là, je me rends compte qu'il y a un truc qui commence à me gonfler. C'est-à-dire que... alors, les stages comme ça se... on a un week-end par mois, on est une vingtaine, et puis on va parler de nos bobos, quoi. Voilà, on a tous eu mal quand on était petits, quand même, un peu. Et donc, voilà, chacun raconte ses bobos et tout ça. Et puis, je vois des trucs qui me dérangent, quoi. Je vois des gens... Je me souviens d'une scène où... alors, pour sortir la colère contre papa et maman, on prenait des coussins et j'ai vu des gens cracher dessus en insultant leur père, leur mère, tout ça. Et moi, portugaise, quoi. Travail et famille, quoi. Moi, j'ai du mal. Et puis, je m'aperçois aussi que...
Il y a un vocabulaire qui commence à me gonfler aussi. Vous savez, dans le développement personnel, il y a des trucs qui s'appellent la communication, par exemple, non violente. Vous connaissez la communication non violente? Ah ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais avec quelques proportions. Enfin, vous voyez, dans quelles proportions? Et puis voilà, c'est comme au théâtre pour les théâtreux, vous voyez, à un moment donné, c'est de la thérapie pour les thérapiser, quoi. Donc, et du coup, oui, alors tu vois, quand tu me fais ça, moi ce que je ressens, c'est ça. Donc, ma demande, c'est ça. Donc, je voudrais que tu entendes ma demande. Alors oui, je suis d'accord, hein, c'est mieux de se parler comme ça que de s'envoyer une tarte dans la gueule, quoi. Mais voilà, il y a un côté sirupeux là qui me plaît pas. Donc, je vais voir ailleurs si j'y suis, quoi. Alors, pour poursuivre avec le développement personnel, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à la conférence gesticulée et toutes mes recherches, qu'il y a un type qui s'appelle Guy Bajois, qui est un sociologue belge, et qui dit qu'on est dans une transformation culturelle. Donc ça, on s'en était un peu aperçu quand même. Et il dit que à l'heure actuelle, l'individu, il est censé devenir sujet de lui-même. C'est-à-dire qu'avant, si on relit un petit peu toute l'histoire, avant, pour avoir une bonne vie, on écoutait ce que disait l'Église, on écoutait ce que disait l'État, etc. Voilà. Et puis c'était les autres qui nous indiquaient comment avoir une bonne vie. Et puis qu'à l'heure actuelle, donc c'est à nous de trouver nous-mêmes, quoi. On n'a plus besoin de tout ça, et donc c'est à nous de trouver nous-mêmes. Et donc il nous dit que voilà, pour avoir une vie bonne au XXIe siècle, il y a 4 injonctions, 4 commandements. Le premier, c'est « deviens toi-même ». Alors, on est chacun des individus singuliers avec des talents, des richesses, et qu'il faut les regarder dedans puis les sortir, quoi, pour justement se différencier les uns des autres. Alors, le deuxième injonction, deuxième commandement, c'est choisis ta vie. Avant, c'était papa-maman qui choisissait qui on devait épouser, quelles études on devait faire. Enfin, dans certains milieux, parce que par exemple, moi... et donc, maintenant, c'est plus possible, ça. Hein, chacun doit choisir son mode de vie, choisir ses études, ses croyances, comment il a envie de vivre, quoi. Le troisième commandement, c'est sois réaliste. Sois réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce monde plein de dangers, on a quand même droit aussi à la sécurité. Donc ça veut dire quoi? Faut te protéger. Donc faut arrêter de fumer, faire du sport, manger 5 ou 6 fruits et légumes par jour, prendre des assurances, vous voyez, assurance vie, assurance à gogo, assurer son vélo, sa grand-mère, et du coup voilà, c'est ça, le troisième. Et le dernier, c'est cherche la passion et le plaisir. Donc, pour avoir une vie bonne, il faut prendre son pied. Il faut vivre sa vie, la brûler par les deux bouts, être bien dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Il faut être heureux, quoi. Et puis, du coup, ceux qui ne sont pas heureux, ils sont cons, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Et alors moi j'adhère, hein, comme vous, hein, on ne peut pas ne pas être d'accord sur l'idée d'être heureux, quoi. Moi aussi, j'ai envie, de devenir moi-même, d'être en sécurité, de prendre mon pied, d'être heureuse, quoi.
Donc du coup, dans cette lignée-là, je vous disais tout à l'heure qu'à un moment donné, ça y est, je me retrouve encore dans une boîte garage et je me dis, bah, le coaching. Donc, je pars à l'université de Paris 8. Et puis, je me forme au coaching. Je fais partie de la première promotion du coaching, qui est lancée par Pierre Angèle, un universitaire. Et puis là, bah, je découvre ce que c'est le coaching. Le coaching, ça nous vient des... Alors, ça a émergé dans les années 60 et ça vient des États-Unis, comme plein de trucs. Et du coup, ben, les sportifs, ils ont besoin de coachs pour ben, développer leur potentiel, les rendre hyper performants. Et du coup, bah, voilà, ça fait son chemin, tout ça. Et puis, on se dit, ben, oui, parallèlement à ça aussi, il y a les neurosciences qui émergent. Enfin, les neurosciences et l'étude du cerveau qui émergent à partir des années 60. Donc, on commence à faire un peu des liens, se dire, tiens, le corps, le cerveau, peut-être aussi potentialiser, enfin, rendre le cerveau beaucoup plus performant. Et donc, bah, le coaching naît. Et donc, évidemment, les entreprises, à votre avis, elles s'en saisissent, évidemment. Et donc, c'est sans aucune difficulté que le coaching, petit à petit, devient une pratique managériale. Quand on est coach, on doit adhérer, si on est un coach qui se respecte, à une association ou un truc comme ça. Donc, il y en a une qui est assez connue, qui s'appelle la SF Coach. Et donc, la SF Coach dit, c'est dans son code de déontologie, hein, dit le coaching permet à une personne, un groupe, d'améliorer. Là, j'ai un petit peu. D'améliorer ses propres performances pour mieux répondre à la demande de l'entreprise. Soucieuse de son efficacité. Alors, du coup, le coaching, ça se développe pas mal. Et du coup, on psychologise à max les relations. Donc, c'est plus sur le travail, c'est, vous voyez, tout dépend de l'individu, etc. Machin. Et du coup, on envisage de plus en plus l'individu comme une entreprise, avec un stock de ressources qu'il faut bien gérer pour devenir son propre patron et être performant. Alors, pour développer tout ça, il faut des coachs. Alors, les coachs, ils vont vendre quoi? De la motivation. Il faut motiver l'entreprise. Alex nous disait bien hier qu'il fallait être corporate. Et puis, ils vendent aussi du conditionnement. Parce que dans le coaching, on apprend des techniques, évidemment. Il y en a une qui s'appelle la PNL. Je ne sais pas si vous connaissez, la programmation neuro-linguistique, qui a été d'ailleurs inventée par 2 informaticiens. Et donc, dans la PNL, il y a plein de, je vous disais, de techniques. Et il y en a une qui s'appelle l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez votre patron qui vous énerve. Vous prenez un caillou. Préalablement, vous visualisez un endroit bucolique et calme que vous aimez bien. Et quand votre patron vous parle mal, vous pressez le caillou. Parce que le caillou, le cerveau, il a associé l'endroit bucolique et le caillou. Et donc, du coup, c'est censé vous calmer. Alors moi, j'ai essayé l'ancrage, ça ne marche pas sur moi. Moi, je pense que comme vous, le caillou, j'ai envie de... Le coach, donc, il propose de la motivation, du conditionnement, et puis des techniques de gestion du stress. Pour bien faire face au stress que génère l'entreprise. Et puis, je vous parlais du coaching avec des protocoles. Alors là, il y a un protocole que j'ai appris qui s'appelle le RPBDC. Alors, avec ce truc,
on est censé, dès la première séance avec le coaché, comprendre complètement sa demande. Alors, donc on va poser des questions à partir de ça. Donc R pour réel. Quelle est la situation réelle rencontrée par le client? P pour problème. Quel est le problème que rencontre le client? B pour besoin. Le client, il a des besoins, donc quels sont ses besoins? D pour demande. Quelle est la demande précise du client? Et C pour contrat. On va se mettre d'accord sur un objectif, tout en sachant que, moi j'ai toujours entendu dire que le coach, et à la fois c'est un peu normal aussi, il n'est pas responsable du tout du résultat. C'est comme ça, c'est la posture du coach. Et donc voilà, il y a certains protocoles. Alors moi je l'ai essayé, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que évidemment les gens ils sont des fois un peu plus complexes quand même. Et du coup, voilà le coach, comme je vous disais, motivation, conditionnement, gestion du stress, les protocoles. Et puis il invite aussi à cultiver des émotions positives. Parce qu'il faut positiver en entreprise. Il faut, développer ou porter son regard plutôt sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas bien. Alors dans la psychologie positive aussi, moi par exemple quand j'intervenais sur le grand groupe dont je vous parlais tout à l'heure, j'amène un peu aussi de psychologie positive parce que il faut leur faire avaler la pilule quand même. Donc du coup, par exemple, je leur montre le fonctionnement des émotions, qu'est-ce qu'on gagne à être, à cultiver la joie plutôt que la colère, par exemple. Et du coup, alors je leur montre des fois même des petits films. Il y en a un qui est vachement bien qui s'appelle Sortir de sa zone de confort. Ça veut dire que chacun, si on reste dans dans nos habitudes, notre train-train, etc., on se sclérose. Donc il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et du coup, je vous parlais de la psychologie positive. Et dernièrement, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Apicratie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et du coup, qu'est-ce que nous dit Apicratie? Il nous dit... je vous parlais tout à l'heure de l'injonction qu'on a à être heureux. Et donc, Apicratie, en fait, dénonce l'industrialisation du bonheur qui s'immisce dans nos vies par le biais de la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que finalement... Alors, ils ont étudié comment ça marche le bonheur. Et donc, ils se sont rendus compte que... notre capacité à être heureux dépend de 50% de notre capital génétique. Ensuite, 40% de notre façon de gérer nos émotions et nos pensées, parce que pensée et émotion, c'est connexe. Et puis, 10% du contexte. Alors, le contexte, c'est le statut social, c'est l'endroit où on vit, c'est les études, voilà, tout ça. Ouais. Et donc, ça craint. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, notre capacité à être heureux ou malheureux, ça ne repose que sur nous. Donc, ce que je vous disais, il y a les recettes du bonheur, et si on n'est pas heureux, on est con, quoi. On n'a pas compris des trucs, parce qu'il faut juste appliquer les protocoles, quoi, pour être heureux. Mais bon, nous, on est d'accord, on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. L'appartenance, ne serait-ce qu'à la classe sociale, la couleur de peau, le sexe, tout ça, ça a quand même des incidences sur nos trajectoires de vie, on est d'accord. Mais vous voyez, si on pousse un peu plus loin cette idée, ça veut dire que du coup, si tout repose sur nous, finalement, à quoi ça sert de se battre pour de meilleures conditions de travail, une meilleure couverture sociale, voilà, parce que tout est en nous, hein. Vous le saviez.
vous avez compris encore une fois, je quitte le coaching. Ouais. Et je deviens formatrice en entreprise. Et donc au début, comment je pénètre l'entreprise, parce que c'est quand même un continent inconnu, hein, enfin théâtre et entreprise, quand même, hein, c'est un grand écart. Donc moi je rentre dans l'entreprise par, j'anime dans un premier temps de la prise de parole en public par les techniques théâtrales. Donc ça marche bien au début, moi je m'éclate, je m'amuse, je gagne bien ma vie, parce que quand même en entreprise on est quand même bien payé. Hein. Et puis petit à petit j'aime bien ce métier, parce que moi j'ai toujours travaillé avec des groupes, hein, j'ai toujours, alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai animé beaucoup d'ateliers de théâtre, d'ateliers de développement personnel par le théâtre, etc. Donc j'ai toujours travaillé avec des groupes et j'aime les groupes. J'aime travailler avec les groupes. Et du coup, ce métier me plaît. Et puis, oui, il me plaît parce que finalement, mon rêve de petite fille, hein, c'était de devenir maîtresse. Et finalement, j'ai pas fait d'études, je suis autodidacte, je suis devenue quelque part un peu maîtresse pour les grands. Et du coup, c'est pas mal quand même, je me dis, parce que moi je suis autodidacte et je suis même quand même, j'enseigne à l'université sans avoir mon bac. Donc, je me dis, c'est plutôt pas mal, quoi. Et du coup, pendant la formation, quand je m'étoffe sur d'autres sujets, etc., donc sur du management, sur de la communication, des choses comme ça, j'ai élargi ma palette. Et puis entre-temps, je me forme aussi à l'analyse systémique. Vous savez ce que c'est l'analyse systémique? Non? Alors, l'analyse systémique, c'est un truc de coach aussi. Mais c'est un truc bien de coach. L'analyse systémique, en fait, ça envisage les choses comme étant un système. C'est-à-dire qu'une société, c'est un système, un corps, c'est un système, une voiture, c'est un système, une famille, c'est un système. Et ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que ça nous dit que tout est interdépendant, tout est relié, et qu'à un moment donné, si on touche un élément du système, ça va avoir un impact sur tous les autres éléments du système. Alors moi, j'aime bien cette idée, puis je la vérifie, parce que dans ma famille, la souffrance de mon père a eu quand même touché des éléments du système. Et donc... je vais revenir à une autre expérience. Oui, parce que ma conférence porte sur la souffrance au travail. Et donc, il y a quelques années maintenant, je suis intervenue aussi pour un hôpital de province. Et alors, j'ai formé tous les cadres à la communication, au management. Et puis, il y avait un dernier truc aussi que j'ai appris qui s'appelle le co-développement. Vous connaissez le co-développement d'entreprise? Alors ça, c'est pareil, c'est comme la systémique, c'est un truc bien. Le co-développement, c'est une pratique où en fait, une personne est porteuse... Alors ça se fait en équipe, ça se travaille en équipe sur une période de 12 mois. Et une fois par mois, l'équipe se réunit. Et une personne apporte une problématique qu'elle n'arrive pas, une situation de difficulté face à, évidemment dans le champ professionnel. Et tous les autres réfléchissent ensemble à comment aider cette personne à sortir de cette problématique. Et donc, alors dans cet hôpital, c'est le bordel comme... on est d'accord, dans les hôpitaux, là, c'est l'horreur. Et donc, évidemment, c'est l'horreur. Et par exemple, la direction, c'est un panier de crabes, tout le monde se bouffe le nez, c'est hyper politique, tout le monde souffre, les cadres, ils souffrent. Parce que les cadres, finalement, en entreprise, c'est pas simple d'être cadre en entreprise. Il y en a ici des cadres en entreprise? Non. Alors, c'est pas simple parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire le marteau, la direction, au-dessus de la direction, l'ARS, qui donne des directives, etc., que, en fait,
le bras droit de la direction, finalement, c'est les cadres qui doivent appliquer la stratégie de l'entreprise. Et donc, s'il faut passer par exemple dans l'hôpital, j'en sais rien, de 10 lits à 2 lits, et les cadres, ils doivent faire appliquer ça. Mais en dessous, l'enclume, c'est les équipes. Parce que les équipes, elles souffrent. Et donc, ils sont en tampon entre tout ça. Et oui, et donc, voilà, j'interviens pour aider les personnes à essayer de trouver des solutions. Et un jour, j'assiste à une scène de violence en entreprise. C'est la première fois que je voyais ça. La responsable formation, donc elle a mis ce dispositif en place, et puis elle y croit. Moi, j'arrive, je viens de Paris, etc. Et j'arrive pour animer un groupe, et puis il y a que 2 personnes sur 8. Alors, la responsable formation est au bout du rouleau, elle n'en peut plus. En plus, elle a 2 ans de la retraite, plus du tout motivée. Et donc, elle s'énerve quand elle voit qu'il n'y a que 2 cadres pour le co-développement. Et elle s'énerve tellement que les cadres s'énervent aussi, donc je les vois se prendre par le callback, quoi, et commencer à se mettre dessus. Et donc, forcément, moi, j'interviens, je les sépare. Et du coup, ça nous amène un peu à 2-3 facteurs qui déclenchent la souffrance au travail. Alors évidemment, la liste, elle est comme ça, d'accord, j'en ai pris 3-4. Alors, il y a ce qu'on appelle une nouvelle organisation du travail, une nouvelle façon d'organiser le travail, qui s'appelle le Lean Management. Vous connaissez le Lean Management ? Alors, dans Lean Management, alors ça c'est de la novlangue, Lean, ça veut dire amaigrissement. Ça vous met sur la piste ou pas? Donc, Lean, ça veut dire enlever tout ce qui est inutile, faire la chasse au gaspillage. Donc, alors, par exemple, dans le milieu de l'hôpital, tout ça, ou dans le milieu des entreprises, on va supprimer les pauses. Oui, les gens, ils n'ont pas besoin de... Voilà, il faut produire, quoi. Il faut être rentable, il faut produire. On va, par exemple, dans certaines usines, on va tout calculer pour que l'ouvrier, derrière son poste, il ait le moins de déplacements possible à faire. Moi, ça me fait penser un peu à des robots, non? Voilà, ça c'est un autre exemple du lean management. Dans d'autres boîtes aussi, par exemple, dans son bureau, on a son bureau, et pour être très efficace, on va dire que tous les bureaux, la bouteille, elle va être à droite. L'ordinateur, il va être là, et puis le téléphone, il va être là. Et on n'a pas le droit de changer parce que, voilà, ils ont réfléchi que comme ça, on va plus vite. Donc, si je reviens au néo-taylorisme de tout à l'heure qui contraint les corps, là, on est à peu près sur la même chose. Hein. Parce que le travailleur, il a besoin de ces espaces. Il a besoin de se retrouver autour de la machine à café et discuter. Il a besoin, je sais pas, de se dégourdir un peu les jambes et puis, je sais pas, de voir son collègue, d'échanger 2-3 paroles. Ça recharge en énergie. Donc voilà, en gros, c'est le lean management, c'est revenir à l'homme-machine et forcément, ça crée des pathologies mentales et physiques. Alors, un autre facteur de souffrance, c'est la charge de travail. Ah tiens, ça tombe bien que j'ai pris cette bouteille parce que souvent, quand j'interviens en gestion du stress et burn-out, j'explique le burn-out comme ça et les TMS comme ça. Alors, par exemple, si on vous demande la surcharge de travail, ok ? Si on vous demande de porter, par exemple, cette bouteille pendant 5 minutes, bon, vous pouvez vous demander pourquoi, mais ça va être facile de le faire. Par contre, si on vous demande de porter cette bouteille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer ? Le corps, il va souffrir, on est d'accord, parce que là, il y a une tension pour tenir la bouteille. Et donc, ça va provoquer ce qu'on appelle en entreprise les TMS, les troubles musculo-squelettiques.
Alors, c'est sûr, par exemple, on retrouve ça beaucoup, les TMS, beaucoup, les gens qui travaillent devant les ordis. Vous savez, à un moment donné, ça use, hein, le canal carpien, il se bouge, ou il y a un truc comme ça. Par exemple, des gens qui travaillent dans les usines à revisser les bouchons. Les caissières, vous voyez, le corps, c'est comme tout, il s'use. Donc si on fait tout le temps le même mouvement, ça laisse, ça crée des maladies. Alors, il y a aussi une autre cause de souffrance au travail, c'est ce qu'on appelle en psychologie du travail le pilotage par l'aval. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a quelques années, j'ai travaillé pas mal pour une grosse boîte de péagistes, la SANEF, dans le Nord. Et donc, les péagistes, ils ont affaire à qui? Aux automobilistes. Et comme moi ces personnes-là, c'est pas que à la SANEF que je l'ai entendu, les incivilités, on va dire, augmentent. C'est-à-dire que les gens, sont de moins en moins sympas, sont de plus en plus pressés, etc. Et donc les péagistes, ils sont de plus en plus insultés, agressés, etc. Et donc quand on se fait insulter, déjà à la base, c'est pas inscrit dans le contrat de travail, on est d'accord qu'une portion de notre travail va consister à se faire insulter. Et du coup, au bout d'un moment, à force de se faire, par exemple, traiter de salope tous les jours, à un moment donné, ça impacte quand même. Vous êtes d'accord? Parce que le travail, ça a un lien. Il y a aussi comment dire, le travail nous permet aussi de construire notre identité. Donc derrière notre identité, il y a l'estime de soi, il y a l'image de soi, etc. Et si tous les jours, si tous les jours on se fait insulter, à un moment donné, ça abîme. L'estime de soi, vous m'entendez? Je le remets ou pas? Oui. Ouais. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle, donc ça fait souffrir les gens. Hein. Par exemple, une fois j'avais travaillé dans un hôpital pour des aides-soignantes et il y avait une dame qui me disait qu'elle travaillait dans un EHPAD. Et en fait, à chaque fois elle était noire, et à chaque fois qu'elle rentrait pour faire la toilette d'une vieille dame, elle se faisait systématiquement traiter de grosses vaches et de noir. Et cette femme-là, elle ne voulait pas qu'elle la fasse soigner. Bon, voilà. Donc ça, c'est des trucs qui existent. Et puis, oui, un des derniers que je vais évoquer, c'est le travail en mode dégradé. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc en psychologie du travail. Le travail en mode dégradé, on a vu que les conditions de travail se détériorent de plus en plus. Ça veut dire quoi? C'est simple. C'est que on va s'habituer à faire du boulot de merde. Et donc, par exemple, les aides-soignantes, elles vont s'habituer à devoir faire une toilette en 7 minutes, quoi. Donc, elles savent bien que c'est pas pour ça qu'elles sont engagées au départ. Elles sont engagées parce qu'elles avaient envie de prendre soin des gens. Et donc, elles savent bien que c'est de la maltraitance. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que la conception du travail actuel, elle se base beaucoup sur de la domination, de la sanction, du contrôle. Et tout ça, ça génère quoi? Du stress, burn-out, karoshi. Vous savez ce que c'est le karoshi? Alors, karoshi, ça vient du Japon. Et en fait, on part le matin en voiture travailler et on repart le soir mort en civière. C'est AVC, c'est-à-dire trop de travail, à un moment donné, le corps il lâche. Et puis ça va évidemment jusqu'au suicide. Alors ça, inutile de vous expliquer, tous les jours, là j'entendais encore il y a quelques jours une employée de la Poste qui s'est suicidée. Alors voilà, moi j'arrive à 50 ans, comme je vous le disais, et puis je vais faire un break parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et que au départ je me disais peut-être je pouvais les aider à travers le coaching, à travers la formation, à travers le collectif, etc. Puis je me rends compte que oui, ils parlent.
Avec moi, il parle. Bon, c'est déjà ça, remarquez. Hein. Ouais, parce que là, dernièrement, j'intervenais aussi sur... Alors là, ça m'a fait plaisir. Je me suis sentie un petit peu utile. J'interviens actuellement sur du management, sur un hôpital avec des cadres. Et c'est pareil, hein, j'ouvre la session de formation. Et puis, il va y avoir une structuration, un truc. Et je leur demande, hein, comme pour l'autre, comment... Non, je leur ai posé 3 questions. Qu'est-ce qui vous rend triste dans votre métier? Qu'est-ce qui vous met en colère? Et qu'est-ce qui vous rend fier de votre métier? Et alors là, j'aurais jamais dû poser la question. Parce que du coup, j'en ai pour la matinée. Alors, chez ces cadres, il y avait une cadre qui a pleuré sans discontinuer les 2 premières matinées. Il y a une autre cadre de pôle, donc il y a les 4 cadres de pôle, une autre cadre de pôle qui démarre la session en disant « Mais moi j'ai mal partout, mon corps me fait mal de partout, j'en peux plus ». Et une 3e cadre qui revenait tout juste, elle, d'un burn-out. Ce qu'ils ont dit à la fin de la formation, moi je les avais accompagnés pendant 6 jours, ce qu'ils ont dit à la formation, c'est que ces 6 jours avec moi, c'était comme 6 jours de vacances. Et pourquoi? Parce que ils n'ont plus le temps de parler, les gens, dans les entreprises. Il faut aller vite. La communication, c'est pas important, etc. Donc, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont dedans. Donc, moi, quand j'arrive, je suis sensible à ça. Donc, des fois, je fais l'impasse sur 2-3 trucs du programme. Et puis, je leur laisse la place pour qu'ils discutent entre eux. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du co-développement. Ce qui est intéressant aussi dans le co-développement, c'est que finalement, quand la parole peut s'installer, les gens ils se rendent compte qu'ils pensaient qu'ils étaient les seuls à ne pas savoir, à ne pas être bons, etc. Et en fait, quand ils entendent leurs collègues qui disent moi aussi, j'y arrive pas, etc., du coup, ça les déculpabilise. Parce que, vous voyez, dans ce monde de l'entreprise, il y a tellement peu de... Les gens, ils sont tellement la tête dans le guidon, etc., que ils n'arrivent même plus à remettre le système en question. C'est eux, avec l'idéologie du bonheur, machin, c'est eux qui remettent en question les premiers. Ils ne remettent plus le système en question. Et donc, voilà, moi je vous disais que je vais faire un petit break, parce que là, j'en veux plus de la formation en entreprise. Même si j'aime mon métier, j'adore mon métier, moi j'adore les gens. Mais il va falloir que je fasse un break, parce que l'entreprise, je ne peux pas. Et je vais faire un break pour essayer de réfléchir à quelques pistes. Comment résister face à ça, en sachant qu'en entreprise, c'est les 2 principaux facteurs, outre ce que je vous ai dit, hein, c'est l'organisation du travail et puis le management. Et moi, j'essaye en management, mais le management est lié à l'organisation du travail, donc c'est pas que les gens ils sont méchants, mais c'est qu'ils sont pris dans le système. Et donc, ils n'ont pas le recul pour réfléchir. Donc, moi, je me dis que je vais faire un petit break. Et, vous voyez, moi, je vous ai décrit la souffrance au travail, mais je voulais pas finir comme ça. Je voulais partir sur des pistes, vous voyez, pour pas plomber le truc, parce que là, je sais pas ce que vous en pensez, là où vous en êtes, vous me dites, mais putain, c'est le bordel, quoi. Et je voulais pas rester sur du négatif. Alors, je voudrais que vous m'aidiez, en fait. Pour trouver des pistes de résistance. Peut-être que vous, dans votre entourage, vous avez vu des gens qui résistent, qui arrivent à résister, ou vous-même, vous avez résisté à toute cette, tout ce système complètement dingue. Et donc, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on repartir avec quelques idées. Peut-être que ça me servira après. Et donc, je vais vous proposer, si vous voulez bien, pendant, 5 minutes, d'échanger entre vous sur ce que vous avez observé, quelles sont les pistes, les résistances que vous avez mis en œuvre ou alors que vous avez observées. Et puis ensuite, je les noterai au paper, je vais retrouver mon outil de travail, et puis on verra ensemble que peut-être il y a des trucs à faire, quand même tout n'est pas foutu. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Donc je vous laisse 5 minutes, vous échangez entre vous. Comment? Tu peux reformuler ta demande? Ouais. Alors ma demande c'est, vous avez vu que c'est le bordel, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir, on est d'accord?
Ouais, dans le monde de l'entreprise, bah, je vous ai expliqué 2-3 trucs. Bah, peut-être que vous avez, si vous ne travaillez pas en entreprise, bah, peut-être que vous connaissez des personnes qui travaillent en entreprise et qui ont mis en place des trucs pour moins souffrir, qui ont fait de la résistance. Donc l'idée, c'est d'échanger entre vous, puis après, moi, je le mets au paper. D'accord, ça vous va? On se donne 5 minutes? Ouais? Ok. Alors, je vais chercher le paper. Ben non, je connais dans vous. Alors, à l'hôpital, qu'est-ce que vous avez? C'est les enceintes. Ça peut passer, c'est pas le collègue. Le collègue, pour moi, c'est plus important. Il faut pas s'isoler. C'est la tradition. Bon, les choses. Mais les gens qui ont une conférence, dans tes entreprises, T'écris de quel côté? Là. Alors, est-ce que vous avez certaines idées? Est-ce que vous avez des idées? Ouais, super. Alors, donc quelques pistes pour résister à la souffrance au travail. Moins souffrir. Quoi? Arracher les chemises. Arracher les chemises des DRH? Bon, des chefs, enfin. Arracher les chemises. Pardon. Alors, arracher les chemises. Tu peux préciser un petit peu? Violemment, hein. Non, je déconne. Alors, c'est avec violence ou tu vois, il y a plusieurs façons d'arracher les chemises. Donc ça peut être, Il peut y aller ça peut être bouton érotique. après bouton ou alors. Ça peut être érotique aussi. Comment? Ça peut être érotique. Ça peut être érotique, hein. C'est pas de mal à se faire du bien. Hein. Et l'érotique peut être une solution. Ah, voilà. L'érotisme. Alors, donc quelques pistes, vous avez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voilà, résister à ça? Réinstaurer les trucs qui ont disparu et qui nous manquent. Alors quoi? Réinstaurer quoi? Pause ou. Ce que tu disais tout à l'heure. Réinstaurer les temps de pause qui sont des temps de décompression. Ouais, réinstaurer. Si t'es pas trop con, ils comprendraient qu'une fois qu'on a décompressé, ben on travaille mieux. Et Ouais, là, si ça temps met de ça, pause. Ok, réinstaurer les temps de pause. Ouais. Salle de sieste obligatoire. Salle de sieste. Et chaque fois qu'ils disent une formule à la con qui est comprenable par personne, comprenable, enfin je parle peut-être pas bien français. Ouais, le novlangue là, ouais. Compréhensible. Et ben on lui dit pardon, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit Oui. ça, je reformule. Et tu reformules son truc, alors là, Ouais. on comprend plus Moi ce je qu'il a fais dit. systématiquement ça. Alors, langue. On repart sur de bonnes bases. après. Donc, obligé Donc, de reformuler. à expliciter. Ouais, mais on lui reformule son Reformuler. truc à la À con. reformuler. Et après on lui renvoie. Ok. Tac. Quoi d'autre? On va partir. Eh oui. Ouais, non, mais Partir. il y en a beaucoup qui peuvent pas parce qu'ils ont la voiture à payer, hein, tes parents doivent avoir la maison à payer. Bah ouais. Le Ouais. méchoui avant les vacances. Comment? Le méchoui avant les vacances. Le méchoui avant les vacances? C'est ça? Oui. Ouais. Alors ça, c'est quoi? C'est de remettre de la convivialité, Oui, des oui. choses comme ça, c'est ça? Moi quand j'ai connu ça, il y a 30 ans, Organiser. je serais jamais parti en vacances sans faire une Vraiment, tête. en Ouais. Enfin, Méchoui Aujourd'hui les gens C'est pas conviviaux, ouais. ils sont mieux. avant les vacances. Ok, quoi d'autre?
Moi, quand je suis toujours emmerdé et que je suis pas le seul à faire ça Ouais. en étant cadre, je me prends des rendez-vous qui n'existent pas en fait. Ouais. Je peux passer 2 heures dans mon après-midi à visiter ma structure qui est magnifique, hein, par ailleurs. Ouais. Mais voilà, Qui n'existe pas. c'est ça. Et je sais qu'en médecine, ils le font pas mal en hôpitaux. Ah ouais? Ouais, certains. Bah ouais. certains Pour avoir des créneaux plus larges, ils Certains prennent un psychiatres. rendez-vous faux. Ah ouais? Niquent le système comme ça, au lieu d'être contraint sur des 15 minutes de rendez-vous de patient, ils prennent 3 créneaux faux, un créneau vrai, et ils soignent pendant 1 heure Ah, véritablement. mais c'est vachement bien ça. Ouais. Pôle Ok. emploi, D'accord. ils font ça aussi. Prendre des rendez-vous qui n'existent pas. Ouais. Ouais, super idée. Les conseillers de Pôle emploi, ils n'ont droit qu'à 20 minutes par personne. Et comme certains trouvent que c'est vraiment pas possible, ils inscrivent des faux noms. Par exemple, ils inscrivent Madame Personne. Et ça leur permet d'avoir 40 minutes avec la même personne. Ouais. Ah, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Ça rejoint ce que je voulais dire. Demander pardon plutôt que demander l'autorisation. Demander pardon. Ah, pardon. c'est plus facile de demander pardon que de demander l'autorisation. Mais c'est une stratégie, c'est pas vraiment demander Oui. par voilà. Bah, Mais développe, c'est intéressant. prendre des initiatives et les faire plutôt que d'attendre qu'on ait l'accord pour notre initiative. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu es en train de Demander faire, là? pardon après Voilà. avoir fait. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Et je vais la coacher. ça rejoint ce qui se dit sur les. Ouais. Ça se fait organiquement. Ça se Oui, fait tout se seul. dire, oui, c'est faire, puis se dire, oh mince, c'était pas possible. Je suis désolée. Oui. Oh zut, je Vous savais n'avez pas le pas. droit. Ouais. Et au moins, voilà. Oui, c'est ça. Ok, encore Ça, des idées? on le pratique, ça. C'est un peu ce qu'on me disait, c'est de remettre du collectif, donc pas forcément que par le biais de temps de pause, mais de pouvoir à un moment donné retrouver une certaine cohésion d'équipe en faisant des activités soit au sein, soit à l'extérieur, où du coup on puisse retrouver du lien social et pouvoir se dire à un moment donné, ah bah oui, toi aussi t'arrives pas assis. C'est quoi là? Ça se fait, ça. C'est des choses de la programme, par exemple? Oui. Non, pas forcément. Ça peut Vous être avez de marqué traîner une demi-heure sur le parking à la fin de ses horaires pour débriefer d'un truc, si c'est possible. On n'est pas payé. là. Alors, On est- c'est une technique, mais c'est pas fair play. Hein. Ouais. C'est Non, mais balancer c'est- des trucs faux c'est pareil. à ceux qui rapportent à tes supérieurs hiérarchiques Ah, pour après les D'accord. niquer et les refroidir d'un coup de seul. Tu peux donner un exemple? En fait, par exemple, moi j'avais truqué un chiffre avec. La comptable me fait chier, voilà, dans ma structure. Et j'avais truqué un chiffre où j'avais annoncé, ouais, je m'en fous, de toute façon, je vais demander des frais de déplacement de 300 € plus cher et tout ça, machin. Et parce que je savais qu'elle captait tout. Du coup, mon directeur est venu très gros avec qui on a des relations très cordiales. Il dit oui, et donc tu fourniras tes justificatifs à la comptable, à Véro, et la comptable avec un grand sourire d'accueillir oui, ton justificatif, Simon. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris un document, je l'ai falsifié, je l'ai repolitisé, et je lui ai repassé. Et en fait, elle avait annoncé que j'enculais mon patron. Et en fait, non. Elle avait devant elle la preuve que. D'accord. Voilà. Donc c'est être un peu stratège, quoi. Ouais, mais obligé. Et donc, Ouais. du coup, ça permet de flinguer la confiance ad hoc entre ceux qui collaborent et Ouais. ceux qui frappent. Quoi. D'accord. Se syndiquer. Je sais pas où on en est. Ouais, se syndiquer. Ouais. C'est très dépassé. Ah non, non. Se réapproprier les moyens de production. Oh, le bon élève en fond de classe. Oh, les faillots. Et l'échange. Non, Et c'est l'échange. syndiqué, mais non. Faire parler les gens sur leurs conditions de travail. Oui, c'est ça, parce que c'est tout le problème de la domination quand même. C'est ce que ne fait plus le syndicat. Et il n'y a aucun moment, toutes les personnes dans les entreprises sont séparées les unes des autres, donc il n'y a plus du tout de dialogue. Et si on ne repart pas de ça, eh ben, ça ne peut pas avancer. Alors c'est des petites choses, hein, ça peut faire du bien, mais en fait, s'il faut repartir, c'est à partir du moment où les personnes s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls à souffrir, mais que le copain, qui est le voisin, qui est à côté, souffre lui aussi. Et ça, jamais ça se dit, parce que c'est pas possible de dire qu'on souffre au travail. C'est pas possible de dire qu'on est abaissé comme un gamin. Et c'est tous les ouvriers là qu'on connaît, nous, ils disent, mais on nous traite comme si on était des gamins de 10 ans. On ne traite pas nos enfants d'une autre façon. Et ça, c'est terrible. Tu ne peux pas dire à un autre collègue que tu souffres.
Et donc lui non plus ne veut pas le dire. Et ça, tant qu'on ne revient pas vers ça, on ne peut pas. Ça peut faut pas faire avancer. faut Et faire là, il faut raconter. absolument prendre du temps. Et ça, c'est aussi le rôle des syndicats, c'est aussi le rôle des associations. Ouais, Et c'est il à faut de nous à libérer faire la des parole, trucs. bien sûr. Voilà. Des pancartes avec une petite phrase. Les Aujourd'hui, profs. ça va pas parce que. Ouais. Et de l'avoir accroché à soi. Faire des conférences gesticulées collectives, hein, Ouais, c'est ce que. au sein d'entreprises, hein, avec des collectifs de travailleurs. Ils en sont capables. Non, ils sont capables de tout. Alors, je sais pas où on en est au niveau du timing. Il y a d'autres idées? Alors, je voulais juste finir. Pour les ingénieurs, replacer l'innovation technique dans le contexte sociétal. Pardon? Vous avez 4 heures. Remplacer l'innovation. Replacer les innovations techniques dans le contexte sociétal. Qu'est-ce que ça implique quand on voit Oui. D'accord. Alors, Ça dépasse le cadre des ingénieurs, les stratégies, Ouais. des grands groupes. Hein. il y a une technique Demandez-vous de langage comment aussi sur les devenir moyens. micro-portable. Enfin, je travaille dans l'animation et des fois on fait des trucs assez. Enfin, avec sans moyens, quoi. De l'animation numérique ou humaine? Humaine. Et parfois, l'une des bonnes techniques pour négocier avec son manager ou son directeur, c'est d'aller dans son sens, mais encore plus. C'est-à-dire pousser la caricature de l'extrême du manque de moyens et continuer en disant mais quoi, mais un adulte ici, non mais un mi-temps, mais pas du tout. Prenez quelqu'un juste pour 2 heures et puis et accentuer le trait jusqu'à ce que montrer le pourrissement jusqu'où il peut aller, quoi. Ouais, ça, on pratique ça. Hein, Tu serais pas un emmerdeur dans je une vais équipe? mettre, ouais, je vais mettre caricaturé, ouais. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Ouais. Après, c'est pas facile, mais. Oser. Faire C'est vrai croire qu'il- que c'est l'autre qui a eu l'idée aussi. Ouais, Faire croire que l'interlocuteur avec qui on a rencontré. T'es à 1h45. Que nous, Ah ouais, alors je vais finir sur la lettre. Ok, bah écoutez, merci. Il faudrait beaucoup plus de temps pour avoir encore plus d'idées, mais déjà. Ça serait le prétexte de l'atelier qui suit. Ça serait la matière de l'atelier qui suit ta conférence. Ouais. Bon, alors je vais clôturer ça. Merci pour vos contributions. Et je vais clôturer ça par une lettre que j'écris à mes enfants. Parce que oui, je vous l'ai dit, j'ai 2 enfants. Mes chers amours, vous avez 15 et 16 ans. Dans quelques années, vous allez vous lancer dans la vie active. J'ai peur pour vous. J'ai peur que ce système vous broie comme la grande machine à caoutchouc a broyé la main de papy. Alors j'essaie de vous armer en faisant cette conférence gesticulée. Je le fais pour moi, pour vous, mes chers parents, pour raconter votre histoire, et pour vous aussi, mes chers enfants. Pour vous informer de ce qui pourrait vous attendre dans ce monde si vous décidez de travailler en entreprise. La connaissance des rouages de ce système pourra sans doute vous éclairer et vous éviter de faire des faux pas. Fort heureusement, ce que j'identifie chez toi, ma Lily, c'est un goût pour les arts et les voyages. Et j'aime te voir à 16 ans aller à la fête de l'UMA. Quant à toi, mon Noé, ta sensibilité peut devenir une force. Comme moi, à ton âge, tu ne sais pas encore quoi faire de ta vie, mais ça viendra. C'est venu aussi pour moi. Je garde espoir qu'un jour ce système s'effondre. Peut-être y prendrez-vous part. Nous sommes beaucoup plus nombreux que la poignée d'hommes et de femmes qui dirigent le monde et qui oublient leur humanité. Nous sommes plus forts car il nous reste l'amour. J'ai toujours cru en l'amour et au fond, cette lutte, ce n'est que de l'amour. Et l'amour, ça rend fort. Il paraît que ça déplace des montagnes. Voilà. Bravo. Merci.